Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée aux distributeurs d'objets de textiles publicitaires, ou plutôt agences objets médias comme on les appelle désormais. Une table ronde consacrée aux agences objets médias donc, mais pas n'importe lesquelles, celles qui ont choisi de placer la RSE au cœur de leur business model. Je dis bien au cœur, car nous allons discuter aujourd'hui avec des entreprises qui ont fait des choix d'orientation stratégique et de positionnement qui transforment leur activité et au-delà qui contribuent à faire évoluer le paysage de notre industrie. On parle ainsi de changement de statut pour devenir entreprise à mission, on parle d'intégrer les parties prenantes à la construction de l'offre, on parle de création d'indicateurs de suivi et de mesures sur toute la durée de vie des produits, on parle encore d'activités de conseil et de formation aux annonceurs et aux fournisseurs. Avec nous aujourd'hui, 4 chefs d'entreprise qui ont décidé de concilier éco-responsabilité et efficacité économique. Marie Lextrait, dirigeante d'Answer Company, Anthony Vilger, PDG de Sam Trading, Cécile Fougerouz, cofondatrice de DreamAct Pro, et Wilfried de Conti, responsable RSE et fondateur de B-Site. Merci à vous 4 d'être avec nous. Vous avez tous d'ailleurs la particularité d'être déjà entreprise à mission ou en cours de changement de statut. On y reviendra plus tard. Mais pour commencer, vous placez donc la RSE au cœur des business models de vos entreprises. Vous partagez donc une vision commune du business. Pourtant, vous avez des motivations, des stratégies et des moyens différents. Alors, question peut-être un peu large pour commencer, mais est-ce qu'il y a autant de RSE qu'il y a d'entreprises et d'entrepreneurs? Vous avez 4 heures. Bonjour à tous. Pour moi, oui, il y a autant de stratégies RSE qu'il y a de clients et de fournisseurs. On doit tous adapter notre métier aujourd'hui à cette problématique et cet enjeu RSE. Donc, oui, je suis tout à fait sur cette stratégie-là. Anthony? Oui, Fred, vas-y. Oh, vas-y, je t'en prie. Ça, c'est le problème d'inviter 4 personnes de la RSE, c'est qu'en fait, on va être en bienveillance permanente et du coup, c'est non, mais prends-le vraiment le micro. Non, je le prends. À toi, à moi, à toi. Ouais, en fait, pour répondre très succinctement, il y a autant de, et pour reprendre ce que tu disais, il y a autant de RSE que de vision, et ça paraît assez logique, parce qu'en fait, la RSE n'est que la formalisation, de valeurs que tu essayes d'infuser au sein de ton entreprise. Et du coup, ça peut évidemment prendre des formes complètement différentes en fonction de la vision et de ce que tu impulses à l'intérieur de ton entreprise. Donc, ça paraît presque une évidence qu'il y ait autant de RSE que d'entreprises. Ouais. Peut-être d'autant plus une évidence qu'en termes de RSE, je pense que tout aussi avancé que chacun d'entre nous peut l'être, ça évolue tous les jours. Et souvent, on se dit que les valeurs d'hier ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui, qu'il faut qu'on change en permanence et qu'on se challenge entre nous en permanence pour faire avancer les choses et pour les faire évoluer. Du coup, chacun avance à son rythme en prenant des options et des directions un petit peu différentes. Tout ça pour arriver à un même objectif commun. Mais je pense que le fait que ça soit en permanence en évolution fait que forcément, il y a différentes façons d'aborder le sujet. Eh bien, écoute, ça fait un très bon lien avec ce que j'allais dire. Tu parles de challenge entre nous, et je pense que c'est très important à l'échelle du marché d'avoir quand même une vision commune. Nous, on a la particularité d'être arrivés sur ce marché sans rien connaître, parce qu'on est jeunes, on est arrivé là-dessus un peu par hasard, hein, lors d'une rencontre avec une entreprise qui nous avait invités à un salon. Et de l'extérieur, on a vraiment découvert un certain nombre de choses qui nous ont choqués au démarrage. Et c'est vrai qu'une chose qui nous a en tout cas semblé rassembler les acteurs de la RSE. C'est pour ça que du coup, je vais un peu challenger la vision de... Toutes ces visions de RSE sont dépendantes des entreprises, parce qu'on a quand même la fédération notamment qui avait posé l'idée d'objet média, qui implique un certain nombre de notions qui sont en fait qui dérivent du modèle RSE central, c'est-à-dire modèle ESG, entre environnement, social et gouvernance. Bon, la gouvernance, on n'en parle pas au travers de l'objet média, mais en tout cas, dans le concept d'objet média, je trouve qu'il y a quand même une vision commune. Donc effectivement, les applications de la vision RSE peuvent être différentes selon les stades d'avancement, tout ce que vous avez dit. Je rajouterais quand même que c'est important d'avoir une vision
de marché pour avancer dans une direction commune, comme tu disais. C'était un peu la question sous-jacente. Est-ce qu'il y a un référentiel commun? Est-ce qu'on parle de la même chose, en fait, entre vous tous quand on parle de RSE? Alors, pour ce qui est de la fédération, le message de la fédération est assez simple et finalement rejoint pas mal de ce que tu disais. Notre triptyque, c'est utile, durable et responsable. C'est-à-dire que la première démarche RSE, c'est d'essayer de mettre sur le marché des produits et des produits ou des services, en tout cas, qui sont utiles, des produits qui sont utiles au quotidien de la personne qui va recevoir l'objet, durable dans sa conception et responsable dans sa conception, certes, mais aussi sociologiquement, environnementalement, etc., etc. Donc c'est utile, durable et responsable. Déjà, ça, c'est le triptyque et c'est là-dessus qu'on construit en fait la stratégie RSE de la fédération. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de pousser le marché à faire mieux et surtout à comprendre que les objets qu'on distribue doivent être des objets qui vont être derrière utilisés par des personnes. Donc elles doivent être bien sous tout rapport. Ça, c'est vraiment le socle. Ouais, du coup, je rebondis sur ta question directement. Il y a un véritable sujet de référence. Tu parlais de référence, c'est bon. On a été, nous, assez marqués en arrivant sur le marché, justement, de ce manque de référentiel, si on parle vraiment d'un point de vue très scientifique. Moi, je suis issu d'une formation ingénieur, et le fait de ne pas avoir de normes, par exemple, en tout cas partagées, et de référentiels pour scorer les objets de façon scientifique, on va dire, ça a été assez marquant pour nous. Et c'est du coup sur le triptyque, nous on avait créé le nôtre, mais c'est rigolo qu'on retombe sur les mêmes choses. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une vision de marché. Le nôtre qui, je pense, enfin en tout cas commence à faire son chemin, c'est le BUD, beau, utile et durable. Et on a donc, pour aller plus loin, et je pense qu'on en reparlera peut-être après, mais créé un indicateur et qu'on aimerait petit à petit aussi transmettre, faire infuser sur le marché, parce que ce référentiel-là a l'avantage d'être co-développé avec des sociétés qui s'intéressent aussi à ces enjeux et qui sont externes et extérieurs au marché. Donc je pense qu'il y a une véritable, en tout cas aujourd'hui un véritable plutôt besoin de référentiel commun, et j'espère qu'on arrivera à le développer dans les années suivantes, mais a priori les visions semblent en tout cas converger aujourd'hui, surtout à la vue du salon aujourd'hui, des exposants. Je voudrais aussi rajouter peut-être l'idée de la perception de l'objet publicitaire, maintenant objet média. On a tous eu en face de nous quelqu'un à qui on a parlé de notre métier et qui nous a dit « Ah ouais, tu fais du goodies, le truc qui sert à rien ». Donc en fait, je pense qu'il y a aussi cette vision qui est très importante et on a vraiment un gros travail à faire sur l'image de nos produits. C'est assez juste ce que tu dis. On m'a posé la question, un journaliste m'a posé la question il n'y a pas longtemps en me disant est-ce que vous ne pensez pas que le goodies doit disparaître? Et ma réponse a été oui, le goodies doit disparaître. Et attendez, vous représentez la fédération et je dis non, mais en fait le goodies doit absolument disparaître. Ce qu'on doit faire, c'est un objet média, c'est un objet utile au quotidien de la personne. Et c'est tout. Et après, derrière, qui viennent de France, d'Europe ou d'Asie, du sourcing, c'est un autre problème. Mais déjà, faire quelque chose d'utile et qui va être utilisé jusqu'à sa... Alors, on ne va pas dire fin de vie, parce qu'hier, on a fait une conférence où, effectivement, il faut arrêter de parler de fin de vie, parce qu'un objet n'a pas une vie en soi, il est un cycle. L'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est ça. C'est vraiment de dire mort aux goodies, quoi. Vous êtes tous chefs d'entreprise. Comment on entame en tant que chef d'entreprise une démarche RSE, alors que ce soit dès la création de la société ou alors que la société existe déjà depuis quelques années, et quels moyens on y consacre en fait? Voilà. Quelles sont les étapes? C'est quoi en tant que chef d'entreprise entamer une démarche RSE? Allez, tu vas? Déjà, prise de conscience. Ça, c'est le premier point. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'en suis, qu'est-ce que je fais là. C'est déjà ça. Si tu n'arrives pas à y répondre, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Tu fais un autre métier, tu le fais différemment, mais tu le fais différemment, tu fais autre chose. Ça, c'est la prise de conscience. Deuxième étape, qui me semble plutôt pas mal, c'est se confronter à la notation. EcoVadis, Assesia,
etc. Pour savoir où tu en es, en fait, à quel niveau de maturité tu es au niveau de ta RSE. Troisième étape, formation. En gros, voici ma notation, où ai-je des carences et où puis-je faire progresser mon entreprise, en sachant que c'est quelque chose d'infini une fois que tu as mis le doigt dedans, parce que tu la feras tout le temps progresser. Mais ça, c'est là où c'est une aire de jeu qui est absolument géniale, où tu t'éclates. Et à un moment, il faut aussi revenir au business, parce que tu as tendance un peu, des fois, à aller trop dedans. Mais c'est cool, en tout cas, c'est bien. Et la troisième étape, c'est la quatrième étape, pardon, c'est la labellisation. Donc, c'est prise de conscience, notation, formation, et ensuite labellisation. Et quand tu arrives à des niveaux de labellisation, alors après, c'est effectivement comprendre les différents niveaux de labellisation. Tu as aussi des labels greenwashing, tu as tout un tas de trucs qui se mettent en place. Et puis, en tout cas, ce qui est pour mon cas, j'ai choisi de l'inclure dans les statuts de l'entreprise, en devenant entreprise à mission statutaire, selon la loi Pacte mise en place en 2019. C'est contraignant, mais c'est encore une étape supplémentaire au jeu, et c'est ça qui est drôle. Parce que sans contrainte, il n'y a pas de règle du jeu, tu vois. Avant d'arriver à l'entreprise à mission, est-ce que pour vous, pour les autres, c'est le même cheminement, c'est les mêmes étapes que ce qu'a évoqué Anthony? Alors, chez nous, l'étape, l'arrivée a été un petit peu différente parce que moi, je viens du monde de l'objet publicitaire et comme Anthony, un jour, j'ai pris conscience. Et là, je me suis dit, ma première réaction, c'était il y a très longtemps, on parlait encore très peu de RSE, et je me suis dit, ce monde, je ne vais pas y arriver, il faut que j'en parte. Et ma première démarche a été de me dire, je pars. Je quitte ce monde qui est... à l'époque, qui n'était que ce monde du goodies. On ne parlait même pas encore d'objets médias. J'ai fait un peu d'accompagnement de start-up et j'ai rencontré l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est DreamAct, qui a été fondée par deux jeunes filles qui, en sortant de l'école, se sont dit comment permettre aux gens qui ont envie de consommer mieux. Et là, on s'est dit, c'est bien pour le particulier, c'est une marketplace pour les particuliers, mais il est aussi peut-être intéressant de l'appliquer aux entreprises. Et du coup, la deuxième étape que citait Anthony, on y est arrivé bien longtemps après, dans un second temps. Il a fallu que ça mature. Peut-être pour certains, ça va plus vite que d'autres. C'est aussi peut-être des histoires d'époque, voilà. Et du coup, on a tout de suite, dans les statuts de l'entreprise, dans la façon de travailler, on y reviendra peut-être plus tard dans tes questions, essayer de tout de suite se poser les bonnes questions et surtout de s'encadrer de gens qui nous challengeaient en permanence, autant en termes de marque que de salariés ou que de clients. Donc voilà, je pense qu'au-delà des labellisations qui sont hyper importantes et qui sont aussi peut-être une étape primordiale pour l'entreprise, il y a aussi en permanence se poser des questions. Moi, de mon côté, je vais démarrer aussi par la prise de conscience. Donc moi, la différence, c'est que je ne viens pas du tout du monde de l'objet publicitaire. Et quand je suis rentrée dans ce monde de l'objet publicitaire, je me suis dit, en fait, je veux surtout pas vendre du goodies. Donc j'ai vendu tout sauf du goodies dès que j'ai démarré. Et puis, voilà, l'idée de dire que comment on fait pour vendre ces produits quand on n'accroche pas, en fait, et qu'il faut qu'on leur trouve du sens. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je pense que suivant les structures, les étapes suivantes ne sont pas forcément les mêmes. On n'a pas les mêmes structures en nombre de personnes. Nous, on est une petite structure, on est 3. Et aujourd'hui, on a décidé de passer la marge des Covadis. Ça a été énormément de travail et du coup, peu de temps consacré au commerce. Donc c'était une étape importante pour nous pour être aussi reconnus dans notre démarche d'engagement et de RSE. Voilà. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et je partage beaucoup tout ce qui a été dit. Et je vais juste rajouter peut-être notre expérience qui est un petit peu différente parce qu'on a conçu le modèle à l'origine, dès la création, un petit peu finalement comme ta rencontre avec les cofondatrices de DreamAct. Nous, on avait déjà à l'origine conçu le modèle de cette façon-là. Et ce qui a été notable, c'est le passage quand même, je rebondis sur ce que tu disais Anthony, le passage par une labellisation externe.
Et on a choisi, nous, une labellisation différente de celle qu'on trouve sur le marché, mais à la limite, peu importe. La logique qu'il y avait derrière, par contre, est importante. On a choisi Positive Workplace, qui sollicitait les parties prenantes pour les intégrer dans la notation. Et ce qui a été hyper intéressant, et c'est ce qu'on leur avait dit dès le début, en fait, on leur a dit, on s'en fout du label concrètement. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport que vous allez faire. Vous voyez, toutes les pages, tous les détails sur une vision extérieure de notre business, qui, à notre sens, semblait être parfaitement dans les clous de la RSE. En fait, ça permet de donner de la structure. C'est vraiment le point que je voulais partager là en plus. Aller chercher de la structure RSE, en fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la RSE, c'est très très profond, c'est très vaste, et je partage là encore une fois ce que disait Anthony sur le côté passionnant de ce domaine. Mais vu que c'est vaste, on a besoin de structure pour savoir quelles sont nos priorités par rapport à notre métier. Voilà. Et du coup, je rebondis aussi sur ça, c'est qu'effectivement, sur des petites structures, c'est très important parce que ça nous a mis le doigt sur énormément de sujets. La RSE, c'est très vaste, on peut faire énormément de choses, mais du coup, ça permet de structurer et justement d'avancer dans cette démarche aussi. Plus précisément, c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu changer, qu'est-ce que vous avez bousculé en entamant cette démarche RSE? Ouais, je peux y aller sans problème. Nous, ce qui a été très marquant, c'est qu'on pensait que le fait de se dire les choses, d'avoir nos process internes était suffisant par rapport à l'engagement RSE qu'on prenait. Et c'est ce qui a marqué l'équipe de Positive Workplace pendant l'audit. Ils nous ont dit, en fait, vous avez énormément de process, vous êtes hyper structuré pour une équipe, on devait être 8 à l'époque. Pour une équipe de 8 personnes, c'est dingue. On dirait que vous avez la structure d'un groupe de 500 personnes sur la RSE. Sauf que tout ce que vous me montrez là, en fait, n'est pas formel. On n'a pas de charte officielle présente sur notre site web. On n'a pas, je pense à notamment l'entreprise à mission, je sais qu'on en reparlera après, mais ils nous ont dit, c'est super, vous avez une raison d'être, mais elle est où, en fait, cette raison d'être, à part sur le mur chez vous? Je sais pas. Pour l'instant, elle est sur le mur, c'est déjà très bien. Hein. Tout le monde pouvait la sortir comme ça d'un claquement de doigts, mais il manquait cette officialisation, en fait. Et la remarque qui a été faite, petite anecdote, par le fondateur de Positive Workplace, il nous a dit, en fait, pense pas à toi, pense pas à ton équipe, pense dans 10 ans, 20 ans, quand imaginons quelqu'un rachète ton entreprise, comment tu fais pour que tout ce que tu fais aujourd'hui soit conservé? Et c'est ça, nous, qui a vraiment été le gros changement de paradigme dans l'entreprise, c'est-à-dire on ne le fait plus pour nous, on le fait dans l'optique de créer un véhicule solide qui va dans la direction de la RSE. Et pourtant, bon, on ne pense pas à ton équipe, mais depuis le début, c'est vrai qu'on évoque la vision à chaque fois d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur. La RSE, ça commence comme ça. Pourtant, c'est ce qu'on se disait, vous avez évoqué les parties prenantes, on parlera sûrement, Cécile, de comment vous sélectionnez vos produits, et puis aussi du coup avec le procès que vous avez mis en place. Toi, c'est pareil pour le scoring, Wilfried. Comment on fait pour embarquer avec soi, ces parties prenantes, évidemment, clients, fournisseurs, et puis ces salariés? Est-ce que c'est là aussi la clé pour pas que ça reste, on dit l'image souvent c'est la danseuse du patron, non mais voilà, pour que ça devienne en effet un projet commun et du coup pérenne, j'imagine, dans le temps. La danseuse du patron, image pas très RSE. Ouais, ça fait pas. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des gens qui se font extrêmement plaisir avec la RSE et j'appelle ça des greenwashers ou des éco-blanchisseurs. Ouais, il y a des gens qui. Enfin, il y a moyen de se faire plaisir et de vraiment de pavaner en disant ouais, regarde, j'ai l'entreprise la plus verte possible. Et en fait, derrière, si tu commences à faire un panel sur ce qui se passe au niveau social dans l'entreprise, c'est très souvent déplorable. Et du coup, la question c'était, parce que je me disais, est-ce que tu veux un verre d'eau? Oui, je veux bien. Voilà, tu vois. La question c'est comment t'embarques tes salariés dans l'aventure, dans cette pour pas que ça reste un projet personnel, mais en effet un projet d'entreprise, et les salariés et bien sûr les parties prenantes, tout dépend, clients, fournisseurs. Encore une fois, tout dépend comment tu vois ton entreprise. Moi, je considère mon entreprise, et c'est super ce que dit Wilfried. Alors,
j'ai toujours considéré, moi, l'entreprise et en tout cas mon entreprise, mais quand je dis mon entreprise, c'est celle que j'incarne, parce que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui est mon entreprise. Je suis juste son représentant, même si c'est une entreprise à qui je donne tout. Moi, pour mon cas, alors c'est un cas personnel, mais j'ai une maladie qui est pas mortelle en tant que telle, mais qui peut être affaiblissante. Et j'ai toujours voulu en fait structurer mon entreprise pour faire en sorte qu'elle puisse me survivre, c'est l'idée. Et du coup, cette RSE est hyper intéressante pour ça. Et en fait, quand tu commences à impliquer les équipes, et c'est ta question par rapport à l'implication des équipes, c'est de leur dire quel est le meilleur modèle d'entreprise dans lequel vous souhaitez évoluer pour vous épanouir. Voilà, c'est ça. Donc ça passe par des moments de discussion, ça passe par tout un tas de choses que tu peux formuler ou essayer ou ne pas formuler, comme tu l'expliquais, ça peut être induit comme ça, naturel. Mais en tout cas, tu en discutes et tu essayes avec tes équipes en fait, de créer un projet commun. C'est ça le plus important. Parce que quand tu disais la danseuse, mais c'est très juste, hein, quand tu disais la danseuse d'un patron, c'est vraiment ce truc de... Si c'est un projet tenu par une personne dans l'entreprise, c'est ficelé, c'est fini. Et c'est pour ça que ce que dit Wilfried, moi j'adore, c'est la raison d'être, elle est sur le mur. Mais c'est déjà l'essentiel. C'est-à-dire que si tous les matins, les gens se lèvent pour une raison d'être et que tu as réussi à les impliquer autour de ça, c'est top. Après vient effectivement le fait de positionner ta raison d'être sur les autres parties prenantes, les collectivités, les clients, les fournisseurs. C'est un petit peu plus facile en fait. Parce que quand tu vas les voir, tu vends tes produits, donc tu vends ta boîte. Donc finalement Et puis, s'ils veulent te voir, c'est que finalement, ils aiment ton discours. Donc comme ton discours, il est aussi hyper influencé par ta raison d'être. Alors du coup, finalement, ça fonctionne. Mais le plus gros challenge, effectivement, ce sont les collaboratrices et les collaborateurs. Alors, je pense que, Anthony, tu as complètement raison. Et ça doit être extrêmement difficile d'impliquer tes collaborateurs dans une boîte qui est dans une boîte en changement, en fait. Je pense que peut-être que le gros avantage qu'on partage avec Wilfried, c'est que ce sont des sociétés récentes. Et du coup, en tout cas pour DreamHack, notre premier critère de recrutement, c'est l'engagement. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec nous sont des gens en général très jeunes, très engagés à titre perso. La première question qu'on leur pose, c'est quel est ton engagement associatif, quel est ton engagement de vie pour le zéro déchet, Enfin voilà. Avant de savoir si ce sont de bons commerciaux, de bons communicants, s'ils sont pros dans leur domaine, on leur demande à quel point ils sont engagés. Du coup, ça a quelque chose de génial, c'est qu'on n'a pas à les former sur la RSE et qui nous apporte énormément. Et toujours dans cet esprit de s'améliorer et d'apprendre d'eux, en fait, parce que je pense vraiment qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Ça, c'est super. Après, on doit les former sur leur métier de base. Du coup, là, pour le coup, il y a du travail. L'autre inconvénient, peut-être, et là, on l'a vécu de plein fouet pendant le Covid, c'est que du coup, ce sont des gens tellement engagés qu'au bout d'un moment, l'aspect uniquement business de l'objet publicitaire ou de l'objet média et même de la consommation en général fait que l'une va devenir sage-femme, l'autre assistante sociale, et voilà, et ça, on le vit. Donc, on a en fait des équipes, mais en fait, qui sont des équipes qui partent, mais qui partent et qui vont, j'ai envie de dire, qui vont égrener notre engagement RSE, qui ne vont pas égrener nos qualités de vendeur d'objets publicitaires, mais qui vont transmettre cet engagement qu'on peut avoir. Et on se dit que la RSE, c'est au-delà de notre tout petit milieu de la communication et que voilà, c'est important. Mais effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple en recrutant des équipes jeunes et engagées
que tu peux l'avoir dans ta boîte ou je ne sais pas pour toi, mais qu'en essayant de transformer des vieux comme nous, enfin en tout cas comme moi. Je confirme. Alors nous, la transformation a été non sans casse puisqu'on était 3. On a une personne qui a pas du tout accroché. Voilà, elle est restée sur. Mais non, il faut qu'on vende en fait. Et du coup, à un moment, on s'est éloigné. Donc, on a décidé d'un commun accord qu'elle s'en aille. Elle ne comprenait pas en fait le pourquoi, l'enjeu, etc. Donc, c'est effectivement quelque chose de difficile. En revanche, je pense que le positif, c'est que si l'équipe adhère, enfin la personne qui est restée et du coup qui a adhéré, entre-temps on a fait un nouveau recrutement, mais du coup c'est super motivant. C'est vraiment une équipe pour le coup avec un objectif autre que juste aller vendre nos objets. Donc voilà, c'est une vraie force. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut monter sur la table et crier au capitaine, mon capitaine. C'est hyper important. C'est-à-dire que si tu, et c'est ce que disait Wilfried aussi, si tu mets juste ça sur le mur, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que tu fasses vraiment, que tu impliques et que tu fasses infuser en fait dans ton équipe. Et moi, j'ai des gens chez moi qui ont 12 ans de boîte, quoi. Alors pour nous, la RSE a toujours été sous-jacente. Un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans ma boîte, voilà, prise de conscience, il m'a dit « Waouh, t'es hyper engagé au niveau RSE, mais c'est un bordel monstre. » C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as rien formulé nulle part, tout est en vrac, il y a plein d'actions dans tous les sens. J'avais créé le 1% pour la planète avant 1% pour la planète en reversant près de 1,5% de mon chiffre d'affaires, mais à des actions locales. Et il m'a dit, mais tout ça, tu l'as jamais écrit, tu n'as jamais mis ça quelque part? Non. Il dit, mais il faut le faire. Et quand il a commencé à me mettre, je me souviens de sa matrice Excel, j'ai dit, mais je ne vais pas y arriver. C'est juste un truc de dingue. Il y avait, je ne sais pas, 500 cases à remplir, avec des QQ et QCP, tu te dis, mais je peux pas tout, enfin, j'ai pas le temps, il faut que je fasse du business à un moment donné. Et j'ai choisi, moi, d'abord d'engager les collaborateurs avant d'engager, en fait, l'action, en leur disant, bah, c'est cool, on fait déjà plein de choses, bah, maintenant, on va essayer de voir ce qu'on fait de bien et ce qu'on arrête et ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Et je crois que l'engagement des collaborateurs est passé aussi par là. De dire, bah, en fait, vous vous rendez compte, on fait plein de choses, mais on fait quoi, en fait? Et là, ils se sont mis à dire, bah, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ça s'est passé comme ça. Je pense qu'on pourrait vraiment en parler pendant 4 heures, parce que c'est l'un des sujets, je pense, les plus importants, effectivement, dans une transition, surtout quand c'est un contexte de transition, mais c'est vrai aussi en démarrage. Hein. Et je rejoins justement Cécile sur ses recrutements. On a vécu la même chose, parce qu'avec un positionnement fort, on recrute en général, en tout cas, on attire des personnes qui sont engagées. Et je reprends rapidement un truc qui est quand même pas mal à garder en tête, c'est l'ESG, encore une fois. Et G, c'est gouvernance. Et pour répondre à la question, j'ai essayé d'utiliser ce concept. En fait, nous, on avait depuis le début une gouvernance très partagée, par défaut, peut-être parce qu'en fait, on est de cette génération qui n'a pas réellement, en tout cas nous, moi et mon associé Jean-Gaël, on n'a pas connu réellement de structuration conventionnelle, entre guillemets, parce qu'on a monté notre boîte en sortant de l'école. Donc, et on a eu des managers très cool quand on était en stage. Donc concrètement, on n'a pas trop connu de management conventionnel. Et en fait, un peu naturellement, on avait ces pratiques partagées. Et on a fait des rencontres et on s'est décidé un jour d'officialiser. Alors chez nous, c'est un concept un peu particulier parce que toutes les entreprises ont des gouvernances différentes. Mais le concept sous-jacent s'appelle l'entreprise libérée. Ou, selon d'autres théories, l'entreprise Opal. En fait, c'est un fonctionnement en autogouvernance où toutes les personnes sont vraiment engagées vers finalement une mission. Et c'est clairement le facteur clé parce qu'on récupère ensuite derrière l'énergie, les idées au service d'une cause sans avoir de... En fait, en temps normal dans les entreprises, on a, en tout cas c'est ce que j'entends d'ailleurs, l'impression qu'on fait ça pour la direction. Là, on ne fait pas ça pour la direction. En fait, la direction, on est tous collègues, hein, ça n'existe plus. Enfin, ça existe sur le papier, d'un point de vue administratif, c'est pour ça que c'est important d'écrire les choses. Mais maintenant, on est tous au service d'une cause qui nous dépasse, la mission. Et la mission, d'ailleurs, dans la loi Pacte, c'est mentionné l'objectif de l'impact sociétal et environnemental.
Donc on a aujourd'hui un véhicule juridique et un véhicule RSE dans lequel on peut mettre des gens qui en fait s'auto-organisent pour avancer vers cette direction. Voilà, c'est vraiment le principe de la gouvernance pour moi qui fait, en tout cas de cette modification de la gouvernance, qui peut être un véritable catalyseur de la transition. Chez DreamAct, alors c'est pas l'entreprise libérée ou la gouvernance peut-être comme ça, mais il y a une certaine notion aussi qui s'en rapproche, je crois, dans la manière dont vous sélectionnez les produits. Je crois qu'il y a comme un comité de pilotage composé de salariés, mais aussi de personnalités extérieures qui vont vous dire oui, alors celui-là de produit, oui, non, faut challenger le fournisseur ou pas, lui faire améliorer. Enfin, il y a un peu cette notion, je crois. Alors, comme le disait Wilfried, on implique vraiment tout le monde chez nous. Chacun avec sa mission et il n'y a pas réellement de patron. Chacun est engagé sur son sujet, chacun sait où il va. Pour effectivement sélectionner à la fois nos fournisseurs, mais aussi nos produits et aussi les associations avec lesquelles on collabore, parce que comme toi, on reverse 1% à de toutes petites associations qu'on connaît tous personnellement, en fait. Voilà. Pour sélectionner, dans un premier temps, un fournisseur, le fournisseur va devoir convaincre notre équipe offre. Et l'équipe offre, elle va se laisser convaincre, effectivement, sur l'histoire du fournisseur, mais aussi sur l'engagement et la cohérence de la personne qui a créé cette société. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de passer par un questionnaire qui est extrêmement complet, qui est fait par typologie de produits. C'est plus facile avec nos petits fournisseurs français qui sont monoproduits ou en tout cas monomatières qu'avec de gros importateurs de l'objet publicitaire classique. Mais on a du coup un questionnaire pour ces gros importateurs. Donc, dans un second temps, on passe ce questionnaire. Ensuite, ce questionnaire est relu par l'équipe offre. Quand il est validé par l'équipe offre, la marque passe en comité de sélection interne. C'est-à-dire que tout le personnel de l'entreprise peut s'inscrire à ce comité de sélection parce qu'il y a des marques qui l'intéressent et challenger la marque. Quand je dis tout le personnel, ça peut être un stagiaire de 2 mois qui est juste passé par là et qui va refuser une marque. Donc il y a évidemment un débat, mais quand il y a un non, la marque est recalée pour telle et telle raison. Elle doit repasser le process du début et s'améliorer sur le point sur lequel elle a été recalée. Il arrive enfin qu'il y ait des marques sur lesquelles on arrive à un gros questionnement. Et à ce moment-là, on fait intervenir notre comité d'experts indépendants qui ne sont pas des actionnaires de DreamHack, qui ne sont pas des salariés de DreamHack, qui ne sont pas des marques de DreamHack, donc ils sont de plus en plus difficiles à trouver, et qui vont être experts sur tel type de produit. Par exemple, on va avoir des pharmaciens qui vont être experts de la cosmétique et qui vont techniquement nous apporter un plus pour... y a typiquement, dans un produit cosmétique, il y a des produits, nous-mêmes, on n'est pas ingénieurs. On ne sait pas s'ils sont bons pour la santé ou pas. Le pharmacien va pouvoir nous dire, voilà, j'ai fait de recherche, oui ou non, et le produit est validé ou pas. Sur les gros importateurs de l'objet publicitaire, c'est compliqué, parce qu'en fait, ils importent plein de produits. Donc, on valide en 2 temps. On valide l'autorisation de travailler avec ce fournisseur. On a confiance en sa démarche, on a confiance en ses certifications. Pour le coup, ils ont les moyens d'avoir des labels, ils ont les moyens d'être certifiés. S'ils ne le font pas, on considère qu'il y a un manque. Et une fois qu'on a sélectionné le fournisseur, chez ce fournisseur-là, on va sélectionner les produits. Et les produits ne sont pas définitivement sélectionnés. On a pris un engagement récent, c'est d'arrêter l'avion. Du coup, ça nous prive de la plupart de l'électronique en import. Donc, il y a des produits qui peuvent disparaître de notre catalogue ou de notre site internet et même de nos bons de commande, parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas sur le site qu'on ne le vend pas. Ça, c'est un discours qui ne nous convient pas. Si on décide de le faire, on le fait jusqu'au bout. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? En fait, c'est des engagements forts, mais comme je le disais au début, c'est des engagements qui sont évolutifs. Et qui sont évolutifs, tu parlais de l'engagement de nos salariés, qui sont évolutifs parce qu'en permanence, nos salariés nous poussent dans nos retranchements. Un petit jeune qui sort de l'école et qui a fait une formation en RSE, quand on lui propose un produit, il dit « mais ça peut être fait en France » ou « ça peut être fait mieux », eh bien, il nous recale la marque ou le produit en comité de sélection.
Du coup, je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est une chose importante aussi que ces engagements RSE, ça permet d'avoir envie de travailler avec du monde. Aujourd'hui, dans notre métier, il y a beaucoup de gens qui travaillent tout seuls, il y a beaucoup de toutes petites structures avec 1, 2, 3 personnes. Et quand on met le pied dans le sujet de la RSE et de tout ce qu'on peut en faire, on se rend vite compte qu'on a besoin de plein de monde et que pour avancer et pouvoir faire de belles choses, on a besoin d'avoir une vraie équipe, de recruter des gens, bien sûr avec les valeurs qu'on porte et nos engagements, mais du coup de travailler ensemble. Et c'est aussi une valeur forte, je trouve, que la RSE nous emmène. Merci. On a parlé des salariés, des fournisseurs aussi que vous arrivez à challenger. Il y a les clients aussi. Est-ce que pour un distributeur aussi, la RSE, c'est la capacité de dire non à un client? Mais oui, et oui. Je dis souvent à mes clients, vous savez, l'objet public, parce que tu arrives et puis ils te disent, avant c'était qu'est-ce que tu as de plus design ou t'as quoi de nouveau? Maintenant ils disent, t'as quoi de plus RSE? Et je leur réponds rien. Ils me disent quoi? Je dis, non, l'objet le plus RSE possible, c'est de ne rien faire. Maintenant, si tu m'as appelé, c'est que tu veux faire quelque chose. Alors on peut se remettre à table pour essayer de parler du produit qui va fonctionner le mieux avec ta cible, ton marché, etc. Et là, on en vient à ce que je disais, utile, durable, responsable. C'est-à-dire qu'en gros, quelle est ta cible? Je ne la connais pas. Eh ben, on va travailler ensemble sur ta cible. Parce que si depuis tous les ans, tu fais 10 000 stylos et que tu les distribues comme ça en masse et que tu ne sais pas pourquoi et que tu ne connais pas le taux de retour, arrête de les faire. Posons-nous et essayons de comprendre quelle est ta cible, comment on va travailler ton marché, etc. C'est là où on essaye effectivement à la fois, et c'est un discours qu'on a au sein de la fédération aussi, on est des distributeurs, certes, on est des distributeurs conseils, c'est très important, ce rôle de conseil. Et la migration en fait, de distributeurs conseils ou d'agences conseils ou de distributeurs agences conseils, peu importe comment on le nomme, mais c'est de sortir uniquement du prisme de la distribution. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, la relation que tu vas avoir avec ton client, c'est ce que tu y mets dans le prisme de la distribution. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dirait « je suis uniquement un distributeur, moi, le conseil, ça ne m'intéresse pas », bah, en fait, on peut mettre ça en corrélation avec les goodies. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui distribuerait de façon totalement aveugle des produits, sans ce que tu disais, en vérifiant la véracité des propos du fournisseur, en vérifiant la véracité des labels ou des certificats des produits, si tu ne le fais pas, il faut absolument faire autre chose. Enfin, en tout cas, c'est plus la bonne façon de faire ce métier. Ça l'était à un moment donné, alors je ne sais pas si c'était la bonne façon, mais en tout cas, c'était la façon de faire ce métier il y a des années, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la relation avec le client a changé aussi. Moi, je trouve le client beaucoup plus épanoui. Je trouve le client aussi plus content dans le sens où il se dit j'en ai un peu plus pour le même prix, parce que finalement le conseil est gratuit. Enfin, en tout cas chez nous. Et c'est vrai que souvent le conseil est gratuit. Et c'est là où derrière, il y a un effort énorme, tu parlais des équipes tout à l'heure, à faire sur les équipes. Parce que ce n'est pas le tout de faire une sélection de fournisseurs, une sélection de produits. Il faut aussi expliquer aux équipes pourquoi on a sélectionné tel ou tel fournisseur, pourquoi on a sélectionné telle ou telle équipe, et puis pourquoi, comment bien lire un certificat, comment challenger un fournisseur. Et ça, c'est très important parce que s'ils savent le faire en amont, ils vont pouvoir derrière, en aval, retranscrire ça en frontal avec le client. Et le client, en fait, il est preneur de ça. Il y a des grands annonceurs aujourd'hui avec qui on est à table, on discute en tant que distributeur, distributeur conseil, on discute avec eux, et en fait, les gens ne savent pas lire un certificat. Ils ne savent pas ce qu'est un produit durable, ils ne savent pas quelle est la cible du produit qu'ils vont distribuer. Donc c'est à nous de faire cette pédagogie. C'est ça qui est extrêmement important. Ça permet aussi de donner une autre image de notre métier, de professionnaliser et de parfois ressortir de certains rendez-vous sans même avoir parlé de l'objet en lui-même. Et je trouve que c'est extrêmement valorisant pour les collaborateurs, pour nous, de se dire on vend quelque chose qui a une valeur en fait au-delà de l'objet.
Ouais, ça me fait penser ce que tu dis. Une des choses qui nous avait marqué, en fait, si on associe l'objet média à un média, justement, est-ce que quand on va dans une agence de communication, une agence qui nous fait nos campagnes de pub, on parle du papier sur lequel on va imprimer les affiches dans la rue? Pas nécessairement. En tout cas, il y a très peu de chance, à part si sur la fin, on se pose effectivement la question pour ne pas faire n'importe quoi, bien sûr, parce qu'il faut le prendre en considération, mais ça représente une petite part finalement. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est la cible, tu le disais, et qu'est-ce qu'on va transmettre comme message. Donc si on n'a pas parlé d'objet pendant le rendez-vous, finalement, on a fait notre travail de conseil. Ça, c'est le premier point. Et du coup, le second, sur le conseil, je reviens dessus, parce que c'est pareil, nous, dès qu'on est arrivé sur ce marché, on s'est dit, en fait, c'est de l'achat-revente, quoi. Bon, alors on est arrivé assez tardivement. Je pense que c'était, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, bien pire avant. C'était vraiment de la distribution pure. Et regarde comment s'appelle mon entreprise, qui est née en 89, hein, et d'ailleurs qui va être à un moment donné changé de nom, mais Sam Trading. C'est Trading. Tout à fait, ouais. C'est une des choses qui nous a marqué. Et on a le cheminement qu'on a fait, c'est le nôtre, je ne sais pas si absolu, mais c'est que en observant les clients, on s'est rendu compte que, enfin les annonceurs même au sens large, la part de temps qu'ils accordent aux objets dans un planning de communication, elle est toujours très faible. Et souvent, d'où l'urgence constante sur notre marché, elle arrive en dernier dans la considération budgétaire et dans les considérations des réunions. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on va offrir? Donc on en arrive à ce que nous on appelait au début quand on s'est lancé l'obligatoire inutile. Donc la chose qu'on doit faire, parce qu'on nous a dit, ah oui c'est vrai que dans la liste, dans la to-do, la 31e tâche c'est acheter des goodies à donner sur le salon. Bah forcément on achète du prix à ce moment-là. Et forcément en fait, je ne sais pas d'où ça a démarré, je ne sais pas si c'est les distributeurs qui ont fait ça ou si c'est les clients qui ont fait ça. Honnêtement, nous on a une piste, on raconte une histoire, c'est pour sensibiliser les clients, mais le fond du sujet c'est surtout de rappeler aux gens pourquoi ils font ça. Et en fait s'il n'y a pas de pourquoi, on ne fait rien, ça ne sert à rien. En fait, il y a un truc qui est important, et c'est aussi un autre travail qu'on est en train de faire avec la Fédé. Je parle beaucoup de la Fédé aujourd'hui. Pour positionner l'objet média, en fait, qu'est-ce qui constitue un vrai média? Un vrai média, c'est quelque chose que tu peux quantifier. Or, aujourd'hui, une campagne de communication par l'objet n'est pas quantifiable. Donc, en fait, la deuxième problématique, c'est de pouvoir quantifier l'impact. C'est ce qu'on fait avec Florian Escoubès, avec le chercheur de Toulouse. C'est d'essayer de quantifier l'impact en fait, d'une campagne de communication par l'objet. Et plus en fait, on va arriver à quantifier ça, plus on va arriver à sortir des personae, plus on va réussir finalement à avoir des techniques assez fines d'analyse et de proposition de produits qui vont être idoines pour un contexte précis d'un annonceur, dans une campagne précise. Tant qu'on n'aura pas ça, effectivement, on sera toujours relayé à la 31e ligne et ça sera super compliqué de pouvoir remonter. Or, aujourd'hui, effectivement, en positionnant et en faisant le travail que nous faisons, en tout cas nous quatre autour de la table, ça fait remonter en fait, ligne après ligne. C'est un travail énorme, hein. C'est Rocky qui monte les marches pour travailler, enfin pour essayer de remporter le combat, mais c'est ça, c'est hyper laborieux, mais on remonte au fur et à mesure et on explique, et c'est de l'évangélisation en fait, d'aller expliquer aux annonceurs que oui, le monde a changé, et c'est une bonne nouvelle. Que en plus la table a été grandement renversée pendant la crise, et c'est une super bonne nouvelle. Et que pour les gens qui disent tiens c'est bien, on revient à la normale, non, on revient pas à la normale. La normale, elle n'existera plus. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait dans ce monde-là, et suivez-nous, on y va, quoi. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'objet média, c'est un objet qui se transmet. Et du coup, notre rôle, c'est de transmettre ça. Alors, transmettre à nos équipes pour qu'ils puissent transmettre à nos clients. Mais aussi, pour le transmettre, comme tu le disais très bien, Anthony, en fait, pour pouvoir transmettre, il faut avoir pris le temps de s'approprier le produit, la marque. C'est pour ça qu'en fait, notre processus de sélection, il est extrêmement long. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Pour une petite entreprise, on a 5 ans. Mais je pense que ce temps qui est passé pour sélectionner un fournisseur, pour former des équipes, en fait, il est extrêmement payant.
chez l'annonceur. Parce qu'en fait, les équipes vont vraiment parler des marques, vont vraiment parler des ateliers. Et ce qui est important, donc, on fait un objet qui est là pour communiquer, qui est là pour valoriser une marque. Si l'objet en lui-même est valorisé, si c'est un objet qui est prestigieux dans son être, en fait, dans son essence, dans sa façon d'avoir été fabriqué, dans le temps qu'on a pris à le trouver, à le mettre en place, à l'imaginer ensemble. Quand tu disais, on se repose avec le client, pourquoi tu fais 10 000 stylos ? Mais les stylos, on va arrêter. On va plus en faire que 3 peut-être, ou peut-être plus du tout. Et on va peut-être trouver un autre produit, peut-être en une quantité beaucoup moins importante, qui aura beaucoup plus d'impact en termes de communication. Par contre, on aura fabriqué beaucoup moins de matière, on aura pollué beaucoup moins autour de nous. Voilà. Et on aura fait de l'utile qui dure. Les objets publicitaires, moi, j'en ai encore de mes... Enfin, qui n'a pas vu la bouteille ou la carafe Ricard. C'est un produit qui est un produit pérenne. Je pense que l'objet média, c'est l'objet le plus... Enfin, c'est la communication la plus longue dans le temps. Prenons le temps d'y réfléchir. Alors, je suis désolé, mais nous, le temps, on n'en a plus trop. Il y a quand même un sujet que je voulais aborder avec vous, puisque vous êtes tous désormais engagés là-dedans, c'est l'entreprise à mission. Wilfried, tu disais, voilà, aujourd'hui, notre démarche, on l'écrit sur les murs, on l'écrit aussi du coup dans des statuts. Qu'est-ce que c'est, d'abord, qu'être entreprise à mission ? Quelle démarche faut-il engager ? Quelles contraintes peut-être, mais quels avantages aussi ça procure ? Contrainte. Avantage. Alors, l'engagement des salariés, voilà, c'est ce qu'on disait hier avec Gérald. Dire, c'est devoir. Voilà. En gros, si tu annonces que, tu dois le faire. Donc ça, c'est très important. Moi, je parlerais plutôt du bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi ? C'est une forme d'officialisation. Comment dire ? C'est pas une finalité. En fait, j'ai eu des remerciements des députés, deuxième entreprise de la Marne, à être entreprise à mission, bravo, on voudrait manger avec vous, c'est super, est-ce que vous pouvez nous aider à faire la promotion d'entreprise à mission ? Génial, génial. Si en plus, je peux aller prendre mon bâton de pèlerin et faire en sorte que d'autres entreprises à mission naissent, super. Donc ça, génial, très bien. Mais finalement, les vrais bénéfices, c'est quoi ? Les gens me disent, c'est une belle finalité, bravo. Ah, bien, c'est le début. C'est le début, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant, qui est énorme, qui est colossal, en fait, ça m'a juste permis de définir cette mission et de l'ancrer dans mes statuts. Et de pouvoir dire, oui, aujourd'hui, dans mes statuts, statutairement parlant, c'est-à-dire que quand tu regardes les statuts de l'entreprise, au greffe, c'est marqué éco-concevoir et éco-diffuser des produits pour et par l'humain dans le respect de la planète. C'est simple, ça paraît super simple, mais après derrière, c'est un monstre énorme à mettre en vie, parce que comment on fait et qu'est-ce qu'on met en place ? Et là, on a 7 chantiers ou 8 chantiers depuis qu'on a ouvert l'entreprise à mission, qui sont en plus de ce qu'on a mis avant. Donc, sur un peu des choses sur du scoring, sur du digital, qui permet d'avoir effectivement de la data, qui permet d'être beaucoup plus fin au niveau de la diffusion des objets médias. Donc ça c'est important. Mais là où je suis un peu un trublion, hein, je voulais tout à l'heure placer quelque chose, je me dis que je vais le placer quand même, mais on a 1440 minutes dans une journée. Et en fait, l'objet publicitaire, c'est quoi ? C'est la location d'un espace publicitaire dans la vie quotidienne de la personne. Nous, en fait, on est des agences de publicité qui permettent de louer un espace publicitaire dans la vie quotidienne de la personne. Et pour louer un espace publicitaire dans ces 1440 minutes, il y a du Netflix, il y a du boulot, il y a de la voiture et tout ça, mais en fait, ce qu'il faut, c'est
Il faut dormir, il faut se doucher, tout ça. Mais c'est aller détecter en fait les valeurs et ce que fait la personne dans la journée. Donc en fait, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, on loue un espace durable dans la vie quotidienne de la personne. Donc ça veut dire qu'il faut que le produit il soit en phase avec la valeur de la personne et qu'il soit utile et utilisé. Bon, voilà, c'est fait. Pour en revenir sur l'entreprise à mission, tu as vu, c'est bien fait. Hein. Pour en revenir sur l'entreprise à mission, je vais prendre les points négatifs. Les points négatifs, c'est que, effectivement, tu peux avoir le côté salarial, le côté collaborateur et collaboratrice qui te dit ça va trop loin, là. C'est trop. C'est-à-dire que tu changes les statuts, c'est bien, ok, avant on l'avait mis, etc., mais ça fait vachement flipper, en fait. Ils se disent et c'est quoi après on doit s'habiller différemment, on va changer notre coupe de cheveux, on va faire quoi on va être obligé de venir à vélo, j'habite à 30 bornes, moi, comment je fais ils flippent, et c'est là où il faut rassurer aussi. Il faut rassurer, parce que c'est vraiment un pas énorme. Je voulais juste vous partager un inconvénient un peu rigolo. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on l'ait affiché au mur, et nous, ça nous a coûté une partie de notre caution quand on a quitté nos bureaux. Voilà, c'est la petite anecdote rigolote. Non, sinon, s'il faut trouver un inconvénient, c'est le temps de préparation. C'est comme tous les papiers juridiques, hein, c'est toujours un peu long. Voilà, donc je pense que c'est quand même une petite chose par rapport à ce que ça apporte. Et je vais reprendre ton terme quand tu as dit officialisation. C'était exactement ce que je voulais dire. Je n'ai pas grand-chose de plus à apporter, si ce n'est que c'est, pour une fois, comme tu dis, l'engagement dans une nouvelle voie. Je le rappelle quand même, les boîtes de notre taille, enfin, je ne connais pas la taille de toutes les entreprises d'ici, mais je crois qu'on est tous en dessous du seuil, qui implique que nos audits sur l'entreprise à mission soient rapprochés de 2 ans. Nous, on a jusqu'à 3 ans. Donc ça veut dire que notre premier audit, aux personnes qui se sont engagées cette année, sera en 2024. Donc en 2024, on devra rendre des comptes et expliquer à tout le monde. Exactement. Et donc, c'est pour vraiment rebondir sur la notion de chemin. C'est pas du tout une finalité. On vient de commencer en prenant cet engagement à dire dans 3 ans et après ça, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on va vous confirmer qu'on est toujours dans cette direction, qu'on met en place des indicateurs, qu'on mesure, qu'on avance dans toujours plus finalement pour se rapprocher de cet objectif. Et ces objectifs qu'on a fixés, parce que la mission c'est la raison d'être, mais c'est aussi et surtout les objectifs de mission. Voilà. Donc moi je suis en passe de devenir, donc je ne suis pas encore et il y a énormément de travail. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est justement le fait de faire ce que je dis et dire ce que je fais. C'est très important. Et encore une fois, encore plus dans notre métier. Moi, je suis rentrée dans ce métier il y a 12 ans. J'ai eu l'impression que c'était un métier où personne ne dit rien sur ce qu'il fait. On a tous peur les uns des autres. On ne dit rien parce qu'on va nous copier, etc. Et aujourd'hui, de faire rentrer des acteurs dans nos entreprises qui sont des acteurs extérieurs, qui vont avoir un jugement neutre, en fait, et venir voir ce qu'on fait et ce qu'on a écrit, est-ce qu'on l'a fait ou pas. Et je trouve ça super intéressant. Et qui permet de faire évoluer, encore une fois, l'image de notre métier. Et c'est vraiment un combat important, je trouve. C'est vrai que c'est super juste ce que tu dis. Avant, quand on disait partie prenante, on disait OK, marqueur, fournisseur et fédération. Et maintenant, on dit auditeur, député. Enfin, en gros, ça agrandit en fait le champ des possibles et le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans l'entreprise. Et puis c'est ce que je dis souvent. En fait, à défaut de faire des produits avec des labels, des certifs, etc., c'est la transparence. Le but ultime du truc, c'est la transparence. Et là on est en transparence totale, c'est-à-dire qu'on met nos statuts en transparence. On monte un comité ou une commission d'experts extérieurs, c'est ce que tu as fait toi, mais là pour les statuts, pour pouvoir voir si tes KPI, si les notions que tu as engagées à l'origine, tu es bien dans les clous. Et donc c'est super. Et ce qui est bien, c'est que la sanction, parce que j'ai compris, la sanction, elle est quand même forte parce que c'est statutaire, mais tu peux mettre des points de correction. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est encore une fois dans le progrès et dans une démarche de progrès. Dans l'évolution. Oui, peut-être que je peux conclure là-dessus. Pour moi, effectivement, tout que ce soit entreprise en mission, que ce soit ISUS, que ce soit tous ces labels ou Bicorp, toutes ces évolutions, ces points d'amélioration qu'on va aller chercher, l'important, ce n'est pas les beaux pictos qu'on va mettre en bas de nos signatures de mail. L'important, c'est le travail qu'on a fait
Et c'est le travail en commun. Encore une fois, j'en parle toujours, mais c'est le travail avec nos salariés, c'est le travail en impliquant nos fournisseurs, nos petites marques, qui pour nous sont souvent des tout petits ateliers, voilà, et qui sont un peu portés par cette évolution avec nous, et en impliquant nos clients, en sachant, tout à l'heure ta question était, est-ce qu'on sait dire non à un client? Oui, parce que si on dit oui à un client sur la vente d'un produit qui ne rentre pas dans notre finalité, on se perd. Et dans 3 ans, on sera plus capable de dire, voilà, notre chemin, c'était ça. Bah oui, mais on est sorti de notre chemin. Trop souvent des rails. Donc en fait, le fait de s'auto-challenger en permanence avec ces certifications, labels, enfin, ces points d'amélioration, j'ai plus envie de dire, nous oblige à rester dans nos rails et à rester focus et même à resserrer notre focus. Et à réfléchir différemment. Voilà. C'est-à-dire que hier, je parlais pendant la conférence de renversement de pyramide. À l'origine, c'était de se dire, l'Asie fabrique tout, donc on va d'abord chercher en Asie. Et puis après, si le client il a un peu plus d'argent, on va en Europe. Et puis s'il a un peu plus d'argent, on va en France. Bon, si on peut fabriquer. Et puis après, il y a les territoires. On a renversé ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout bête à faire. Chacun ici peut le faire sans être entreprise à mission, sans être hyper impliqué en RSE. C'est déjà se dire, autour de chez moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de produire le truc ? Si c'est pas possible, est-ce qu'en France, il y a quelqu'un qui est capable de produire le truc? Si c'est pas possible, est-ce qu'en Europe, quelqu'un est capable de le faire? Et si en Asie ou dans le monde entier, quelqu'un est capable de le faire? Et ça, c'est un truc tout bête, mais qui change la donne énormément. Et pour corroborer ce que tu disais, en fait, je crois que nous, qu'on ne doit même pas avoir les pictos sur notre site. On ne doit même pas avoir les pictos. J'ai pas fait de pub sur l'entreprise à mission. J'ai eu un article dans le journal qui a déclenché pas mal de trucs, mais j'ai eu un article. J'ai pas fait de pub et j'ai pas envie. C'est un truc assez intime en fait. C'est assez curieux, mais c'est. J'allais rebondir sur les pictos en disant, parce que tout à l'heure, effectivement, tu as dit aussi que la personne qui t'avait accompagné en disant, mais tu as fait tout ça et tu l'as pas dit. En fait, je connais pas vos structures, mais ceux qui font vraiment ça avec leur trip et avec vraiment les valeurs qu'ils portent, souvent les petits pictos, ils les oublient. Et ça, c'est quand ils se font accompagner dans la stratégie ou autre, on leur dit, mais attends, il faut que tu mettes en avant tout ça. Bon, j'en fais partie, voilà, et je pense que c'est le plus important que les pictos, mais après, ça fait partie de ce qu'il faut mettre en avant, mais voilà, c'est pas la priorité. Quand tu disais, on a inversé la pyramide et on doit d'abord se poser la question, est-ce que ce produit, je peux le faire à côté de chez moi? Peut-être qu'avant de se dire, alors je suis 100% d'accord avec toi, ce produit, est-ce que je peux le faire à côté de chez moi? Et si la réponse est non, c'est est-ce que je ne peux pas proposer un autre produit que je peux faire à côté de chez moi avant d'essayer d'aller le chercher plus loin? C'est une bonne alternative. En fait, souvent, en tant qu'ancien distributeur, les clients venaient vers nous et nous disaient « je veux ça ». Et bien aujourd'hui, non, ça, j'ai pas. Je vais te proposer ça. Et en fait, ça sera un bien meilleur vecteur de ta communication. Et en plus, on va arriver à le faire localement ou de façon recyclée, enfin, ou chacun avec ses engagements. Mais voilà, l'important, c'est pas forcément de répondre à la demande, mais c'est de répondre à la demande de fond qui est « je veux communiquer ». Et quel est le meilleur vecteur de communication? Et du coup, pas forcément la clé USB. Voilà. Et du coup, j'en profite de rebondir sur un truc qui a été dit très rapidement. On parlait de fournisseurs et aujourd'hui, on est quand même sur le premium sourcing. Donc un salon où nous, distributeurs, au sens conventionnel du terme, et comme on les appelait avant, viennent rencontrer leurs fournisseurs actuels et peut-être en découvrir d'autres. Je voulais juste insister sur l'importance de la collaboration entre les distributeurs qui, du coup, sont maintenant, comme tu disais, distributeurs conseils. On peut même parler d'agences, quelque part. Donc les agences de conseil en communication par l'objet, qui montent en compétence sur ces sujets, qui se lancent justement dans des engagements assez forts comme l'entreprise à mission, comme tout ce qui a été cité, en fait. Cette collaboration, elle est hyper importante et nous, on a démarré avec Xoupar notamment sur la notation de leurs produits. Ils ont une démarche qui, en l'occurrence là, se veut avant-gardiste. Ils veulent faire énormément d'efforts et on les a accompagnés donc, sur le Bud Score, qui est une sorte de, pour l'instant, cabinet d'éco-conception. Et en fait, c'était hyper intéressant l'échange qu'on a eu avec Xoupar, la perspective
qu'eux avaient par rapport à ce que nous, on pouvait voir sur le terrain. Et le travail d'éco-conception qu'on a pu faire ensemble a été vraiment exceptionnel. Et je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, et même dans les années suivantes, bien sûr, ce type de collaboration se renforce et se multiplie, parce que les personnes qui sont aujourd'hui en train d'exposer et les agences de conseil doivent travailler ensemble dans cet objectif dont on parlait tout à l'heure. Sans oublier les marqueurs. Et tout à fait. Oui, c'est vrai que sur un CTCO, on verrait. J'aurais probablement cité en plus tous les imprimeurs et marqueurs. Merci à tous. Tu parles de CTCO. Écoutez, j'avais d'autres questions, on avait d'autres thèmes à aborder, mais je crois que c'est infini, donc ça peut être l'occasion de prendre rendez-vous pour CTCO pour une nouvelle, voilà, la deuxième version de cette conférence. On va quand même laisser 5 minutes à la salle s'il y a des questions pour nos intervenants. Non, vous avez été parfait. Bon, merci à tous, et puis rendez-vous sur CTCO. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, un vrai plaisir aussi.